Bon dimanche à tous, il est 16h sur IDFM Radio, 16h-17h, comme tous les dimanches, c'est l'émission La Parole aux Jeunes. Aujourd'hui avec la mission locale Vallée de Montmorency, les ateliers radio ont repris en ce février 2025. Et oui, ça y est, ça passe tellement vite, hein, on est déjà au mois de février. Le mois de janvier c'est bien déroulé, en tout cas on vous souhaite, allez pour la dernière de l'année, on vous souhaite une bonne année 2025 et on n'en reparlera plus. Aujourd'hui, au micro d'IDFM Radio, je vous l'ai dit, la mission locale Vallée de Montmorency, représentée par Laïssa. Bonjour Laïssa. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Laïssa, ça fait un moment qu'on ne s'est pas revu dans les studios d'IDFM Radio. Ouais, presque 3-4 mois. Ouais, ça passe vite encore une fois. À tes côtés, Laïssa, tu es venue accompagnée aujourd'hui de Marion, qui est à la médiation culturelle de la mission locale. C'est ça, bonjour. Bonjour Marion, ça va ? Très bien, merci. T'avais déjà participé à une émission ou pas ? Non, c'est la première fois. Ah bah écoute, je suis ravie de te recevoir, on est ravis de te recevoir au micro. À tes côtés, il y a une jeune qui... Comment je peux dire ça ? Qui fait partie de la mission locale, en tout cas qui visite la mission locale régulièrement. Est-ce que tu peux te présenter ? Moi, du coup, c'est Kaisa, enchantée. Moi, je viens de la mission locale de Deuil-la-Bas. Ok. Et ça fait plaisir d'être ici avec vous. Ravie de te recevoir, Kaisa. Kaisa, ouais. À tes côtés, une jeune femme aussi. C'est 100% girly aujourd'hui. Hein. Ouais. Oui. Que des nanas. Girl power. Girl power. Bonjour. Ah bonjour. Comment ça va ? Ça va être très bien, vous ? Rapproche-toi bien du micro. Ça va très bien. Je suis ravie de te recevoir. Ça va bien se passer. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Amaya, j'ai 19 ans et je viens de la mission locale de Franconville. Eh bien, bienvenue au micro d'IDFM Radio pour cette émission. Merci. À tes côtés, Bonjour, bonjour. je m'appelle Nina et j'ai 20 ans. Bonjour Nina. Je viens de la mission locale de Deuil-la-Bas. Et tout va bien. Ouais. Et je suis ravie aussi de te recevoir Nina. Bonjour. Et la dernière invitée du jour. Bonjour, moi c'est Aramata et je viens de Taverny. Je suis au collège Le Carré Sainte-Honorine et je suis là aujourd'hui en stage d'observation. Super, stage de 3e à la mission locale. À la mission locale. Alors justement Laïssa, donc toi tu es responsable communication de la mission locale. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les grandes missions du coup de cette mission locale, de la mission locale ? Ouais, alors la mission locale Vallée de Montmorency, son objectif c'est d'accompagner les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans pour les aider à trouver un emploi, une formation, une alternance et aussi tout ce qui va être problème que les jeunes peuvent avoir qui les empêche d'arriver à l'insertion. Ça peut être la santé, ça peut être le logement, ça peut être un problème d'orientation, on ne sait pas quoi faire. Et pour toutes ces raisons-là, on peut venir à la mission locale, pousser la porte, c'est ce rendez-vous et on vous accueille. Vous avez un conseiller qui vous aide à résoudre les problèmes les uns après les autres. Alors si on veut avoir toutes ces informations, comment on fait pour vous contacter ? Comment on fait aussi pour suivre l'actu de la mission locale ? Vous faites plein de choses toute l'année. Ouais, alors sur le site internet, donc www.mlvm.asso.fr, dessus il y a les événements, il y a un formulaire pour nous contacter. Après, vous pouvez aussi regarder sur Google, Mission locale Vallée de Montmorency, et vous trouvez l'antenne la plus proche de chez vous. On en a une à Herblay, une à Franconville, une à Deuil-la-Bas et à Montigny-les-Cormeilles aussi. Et donc, vous poussez la porte sur nos horaires et on vous accueille. Eh bien super, nous on mettra toutes les informations de la mission locale sur le site internet de la radio idfm98.fr. Vous écoutez La Parole aux Jeunes jusqu'à 17h et tout de suite on va vous donner le programme de cette émission. Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr. Alors aujourd'hui dans La Parole aux Jeunes, une émission conçue, imaginée, préparée, enregistrée par les jeunes de la mission locale Vallée de Montmorency avec Laïssa et Marion qui sont avec nous. On va parler jeux vidéo. Jeux vidéo, c'est un thème qui est très large, mais on s'est posé la question si le jeu vidéo est un outil de développement de compétences ou alors, au contraire, les jeux vidéo engendrent violence, mal-être, hyperactivité. Et je crois que... Alors, rappelle-moi ton prénom, parce que du coup, entre-temps, tu as changé de prénom. Je préfère rester anonyme. Moi, c'est Kaisa, du coup. Kaisa, du coup, toi, qu'est-ce que tu veux nous dire sur tout ça et sur cette grande question des jeux vidéo ?
Pour moi, les jeux vidéo de nos jours sont toujours très stigmatisés. Alors que pour moi, les jeux vidéo, c'est positif, c'est un aspect éducationnel. Éducatif, pardon. Ça provoque la curiosité chez les jeunes dans beaucoup d'aspects, par exemple dans l'histoire, l'esprit d'équipe, la stratégie. Notamment, je cite une étude d'une université italienne qui, avec les jeux vidéo, aide les enfants dyslexiques à lire. D'accord, donc pour toi, c'est un réel outil d'amélioration des compétences. Ouais, de développement. Ouais, de développement, et c'est plutôt positif. Oui. Ok. Je crois que tu voulais réagir justement à ça. Pareil, rappelle-moi ton prénom. Amaya. Amaya. En fait, pour moi, les jeux vidéo, moi, je le vois comme un outil très négatif parce que je trouve que les jeunes qui jouent ça, ils font pas la différence entre le jeu vidéo et la vie réelle. Et du coup, parfois, quand ils perdent le jeu, ils deviennent très, très violents. Et certains hommes aussi, j'ai vu, d'après une étude de Gliden, 61% des femmes ont quitté leur mari parce qu'ils jouaient trop aux jeux vidéo. Donc, ça cause des soucis dans le couple. Kaisa, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, sur ce qui vient d'être dit ? Pour moi, tout dépend en fait de la santé mentale de l'individu. Comment dire ? Souvent, une isolation dans la vie réelle, ça provoque une faiblesse peut-être oui. Mentale, une faiblesse. C'est ça. Ou après, la personne va s'immerser, que ce soit dans les jeux vidéo ou les films, elle va s'immerser dans cet univers et ne va plus pouvoir différencier la fiction de la réalité. Après, au sujet de l'énervement, pour moi, c'est la même chose dans le sport. En fait, dans le sport, une personne avec un esprit compétitif, s'il perd, il va s'énerver aussi. Moi, j'étais professionnelle, je jouais professionnellement au tennis. D'accord. Et j'ai vu des gens péter des raquettes par terre de façon très violente, faire des insultes, des trucs comme ça. Et pourtant, ça n'a pas cette même stigmatisation où, par exemple, on va dire... ou les fanatiques de foot aussi. C'est ça, oui. On va pas dire, c'est à cause du tennis que cette personne-là est partie, je sais pas, tuer des gens, des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles, vous, des jeux vidéo ? Plutôt pour, plutôt contre ? Est-ce que, pour vous, ça développe l'esprit de manière positive ou plutôt négative ? Moi, personnellement, je trouve... Non, pardon. Ton prénom ? Ramata. Moi, je trouve ça a des aspects négatifs et à la fois positifs. Parce que déjà, je suis d'accord, ça peut développer certaines compétences, avec la stratégie, l'esprit d'équipe, tout ça. Mais ça peut aussi également déjà rendre accro. Et du coup, si on est accro, ça veut dire ça peut créer des insomnies. Ouais, donc il y a le côté addictif. Oui, déjà. Et comment ça s'appelle ? Dans certains jeux, jeux vidéo, il y a beaucoup de sexisme. La sexualisation de la femme. Oui, la sexualisation de la femme. Je pense à GTA, par exemple. Où les femmes... GTA, le nom, c'est quoi le vrai nom, c'est... Je sais pas, c'est en anglais. Grand Theft Auto. Merci. on a une bilingue anglaise, là. Voilà, et du coup, ça sexualise beaucoup la femme. Les femmes, elles sont nues, elles sont dénudées, et voilà, et la plupart du temps, elles sont comme des objets, entre guillemets, dans certains jeux. Alors, on avait fait le lien aussi avec la responsabilité des parents. Donc, vous me disiez hors antenne que finalement, c'est aux parents de contrôler un peu ce que font les jeunes. Parce que le problème, finalement, c'est chez les jeunes. Quoique même les adultes peuvent être victimes des jeux vidéo, enfin de l'image que rendent les jeux vidéo. Ils peuvent devenir violents, on en a parlé. Selon vous, comment on peut contrôler l'utilisation de ces jeux vidéo qui sont violents ou qui donnent une mauvaise image de la femme ? Déjà, tout d'abord, il y a certains jeux vidéo qui sont interdits à un certain âge, comme GTA qui est interdit au moins de 18 ans, mais pourtant, il y a des jeunes de 13, 12 ans qui jouent quand même. Et ils disent que c'est interdit au moins de 18 ans, mais c'est très accessible. Enfin, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses, genre ils demandent juste un âge et on peut très bien y jouer. Oui. Sans être contrôlé. Oui, c'est vrai que on peut très bien mettre une fausse date, il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a rien du tout.
Ça veut dire qu'on a juste à mettre une fausse date et on y va, on y joue. Donc Kaïssa, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, moi je suis d'accord que de nos jours c'est vraiment très accessible. Tout et n'importe quoi, on a juste à télécharger en ligne. On n'a même plus besoin d'aller dans des boutiques pour pouvoir acheter nos jeux. Maintenant, on peut tout télécharger en ligne. Cependant, il y a la possibilité d'imposer une contrôle parentale sur les consoles. Oui. C'est pas que sur l'ordinateur ou le téléphone. Sur les consoles, ça marche aussi. Oui. Et je pense que pas assez de parents sont au courant de ça. Oui. Que c'est possible de le faire sur la console également. Comme ça, l'enfant ne peut pas jouer à des jeux qui sont au-dessus de son âge. En fait. Oui. Mais oui. Je voudrais relever un point, mais en fait, il y a certains parents, ils ne connaissent pas. Et ils savent pas qu'il y a ça dans les jeux vidéo, parce que la plupart des parents, quand on dit jeux vidéo, on pense à Mario, les trucs pas mignons, mais... Oui, presque, ouais. Ouais, voilà. Du coup, ils disent pas, il y a des femmes nues, tout ça. Ils vont pas se dire ça. En plus, les enfants, quand ils jouent devant leurs parents, ils vont pas jouer à GTA, ils vont jouer, par exemple, à Mario, Fortnite, les trucs comme ça. Oui. En fait, moi, j'aimerais rajouter que... Parle bien dans le micro. Moi, j'aimerais rajouter que, par exemple, nos parents, ils n'ont pas grandi avec les mêmes jeux vidéo que nous. Oui. Du coup, ça fait que le jeu vidéo qu'ils connaissent, le plus connu, c'est FIFA. Et FIFA, c'est par rapport au foot. Donc, du coup, ils se disent pas, non, est-ce que les jeux vidéo peuvent être dangereux pour leurs enfants ? Donc, ils laissent les enfants jouer aux jeux vidéo sans forcément aller regarder. Oui, ils se disent pas, je pense pas que ça vienne dans leur tête de dire il faut que je contrôle ça, parce que pour eux, les jeux vidéo, c'est fait pour que l'enfant se divertisse un peu à la maison. Au lieu de sortir, qui se divertit à la maison. Donc le jeu vidéo, plutôt un outil de divertissement, plus qu'un outil d'apprentissage, mais attention à certains types de jeux vidéo qui peuvent être peut-être violents et qui peuvent véhiculer des images plutôt négatives. Parce que moi, personnellement, ma mère, elle a acheté une Play, c'était juste pour qu'on se divertisse, qu'on joue, pas forcément pour qu'on regarde des trucs comme ça, quoi. Et du coup, t'avais quoi comme jeu ? Moi, j'avais tout un peu. Mais ma mère, genre au salon, mon frère, il avait pas joué à Call of, 1, 2, 3, à GTA, pardon. Il avait plus joué à Fortnite. Et après, mais est-ce qu'il jouait à ces jeux-là en cachette, les autres, là, GTA Pas forcément en cachette, mais pas devant ma mère. D'accord, ouais, donc il savait que c'était déjà pas bien. Nina, toi, tu joues un peu aux jeux vidéo ? Non. Et qu'est-ce que tu penses ? Plutôt les jeux vidéo, c'est bien, c'est pas bien ? C'est un danger ? Ou pas ? Non ? Tu sais pas ? Kaïssa, finalement, la grande question qu'on se posait, c'est est-ce que c'est un outil éducatif ? Est-ce que les jeux vidéo peuvent être des outils éducatifs ? Ou est-ce que réellement, ça engendre un peu la violence et c'est un peu tous les maux de la société qui sont causés par ces jeux vidéo qui sont très très populaires, on peut le dire, dans notre société. Pour moi, en fait, c'est les deux, en fait. C'est pareil que les films, comme ça en fait, si on prend pas soin d'une personne, si elle est, je sais pas, elle est maltraitée à l'école ou un truc comme ça va plus, ces jeux, ces films vont l'influencer du coup et vont lui donner des idées qui vont nourrir ses idées noires en fait et qui vont la faire exploser. Mais moi, il y a plusieurs points positifs en fait. C'est pareil partout. Oui, donc toi c'est vrai que tu mets le point et l'accent sur le fait que quand on est un peu faible psychologiquement ou quand on a des problèmes dans la vie entre guillemets réelle, la vie sur les pas sur les réseaux mais dans virtuel nous aspire presque. C'est ça, oui. Oui, tu voulais réagir ? En fait, pour moi, les jeux éducatifs les jeux vidéo, c'est pas forcément éducatif parce que je pense pas qu'on a créé pour que la personne elle apprenne des choses. Alors moi, j'ai fait mes petites recherches et c'est vrai que j'ai demandé à Google quel est l'objectif et pourquoi ont été créés les jeux vidéo. Donc la première chose que me proposait Google, c'était que les jeux vidéo stimulaient l'attention, créaient de la motivation, développaient l'imaginaire et la résolution de problèmes et stimulaient la logique. Donc quand on lit ça comme ça, c'est plutôt vendeur. Qu'est-ce que vous en pensez, Laïssa et Marion ? Moi, je suis plutôt d'accord. En fait, même si c'est un outil de divertissement pour la plupart des jeux vidéo, qu'ils soient violents ou pas, finalement, peu importe, je pense que tout dépend de ce qu'on va en tirer après. Ça peut être des réflexes, ça peut être une logique, un esprit d'équipe.
La rapidité. C'est ça. En fait, je pense qu'il y a des compétences qu'on peut en tirer après. On n'en a peut-être pas conscience dès le début. Alors qu'effectivement, un jeu éducatif, les parents vont télécharger pour les enfants quand ils sont jeunes. Donc là, l'objectif est clair. Mais quand on grandit, etc., on ne va pas se tourner vers un jeu éducatif. En général, c'est pas ça qu'on recherche. On cherche le divertissement. Mais avec le recul, je pense qu'on peut en tirer des compétences à valoriser après. Et puis on a souligné le fait aussi que les jeux vidéo étaient de plus en plus réalistes. On a parlé également de la réalité virtuelle. Alors c'est vrai que là, pour le coup, on entre réellement dans ces mondes parallèles qui peuvent ou pas créer du danger. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus ? Oui, Kaïsa ? Au niveau de la réalité virtuelle, normalement, en premier temps, cet outil, ça nous permet de nous immerser en fait, dans des mondes autres que le nôtre, en fait. Ça nous permet de vivre des fantaisies, je sais pas, par exemple, pouvoir se battre contre des dragons, des trucs comme ça. Moi, par exemple, je suis pas nécessairement pour, par exemple, avoir un jeu comme Call of Duty en réalité virtuelle. Là où on te met, du coup, dans un point de vue first person, c'est-à-dire c'est à travers les yeux de tes yeux, oui. Où là, dans la réalité virtuelle, tu pourrais porter une arme et tu vas activement tuer des gens. Oui. Moi, je serais plus pour, par exemple, explorer un monde autre que le nôtre, avec des... Faire des découvertes. Oui, voilà, c'est ça. Et tu parlais aussi hors antenne d'un jeu qui t'avait marqué par ses références historiques. Est-ce que tu peux nous en parler, puisque tu disais que tu avais appris quand même des choses et qu'il y avait des références à l'histoire, à tes cours d'histoire aussi. Le jeu en question, du coup, c'est Assassin's Creed. Le studio, qui est Ubisoft, prend toujours soin que ce soit historiquement correct, que ce soit dans l'architecture, les personnages de l'histoire. Et du coup, moi, quand je jouais à ça quand j'étais plus jeune, moi, j'apprenais l'histoire à travers ces jeux-là. Et du coup, quand j'arrivais en cours d'histoire, il y avait des choses que je connaissais déjà et moi, ça m'a aidé à m'intéresser beaucoup plus à l'histoire du monde, et pas qu'en France, mais autre part aussi également. Maya, tu voulais réagir ? En fait, moi, je pense que peu des gens jouent pour apprendre. Toi, c'est principalement pour se divertir, passer du temps. Oui, et prendre de l'air ou oublier ses problèmes et tout. Okay. Mais je pense pas que les jeux vidéo... Peut-être qu'il y a des jeux qui ont pour but d'apprendre des trucs, mais je pense pas que quand on joue... Que la volonté, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre, justement. Oui, tu voulais réagir ? Moi, je voulais réagir. Aramata. Toi, comment ça s'appelle ? Kaïsa, tu dis ça parce que toi, t'as pas le même âge que, par exemple, les gens qui vont jouer à, je sais pas moi, Fortnite, etc. Toi, t'as un autre niveau de maturité que eux n'ont pas. Ça veut dire, toi, tu vas plus aller dans les jeux comme, je sais plus le nom que le jeu que t'avais dit. Assassin's Creed. Voilà. Mais eux, ils sont plus dans, oui, on est là pour jouer, genre on n'est pas là pour apprendre, c'est ennuyant, la bagarre, tout ça. Parce que moi, je sais, genre, je les vois tous les jours, je sais comment ils sont. Rappelle-nous ton âge ? 14 ans. D'accord, donc les jeunes les jeunes de 14 ans et de 25 ans n'ont pas la même mentalité. Donc, la même finalité, le même objectif. Donc ça dépend vraiment de l'âge. Et à 14 ans, enfin la plupart en tout cas, ils vont pas aller dans les jeux comme le jeu que tu as dit. Laïssa, tu voulais réagir ? Ouais, je voulais réagir justement par rapport à Assassin's Creed. Je suis d'accord avec ce qui a été dit sur l'objectif du joueur. Je pense que ce qui est important aussi, c'est ce qu'on disait du studio en fait. Toutes les recherches qui ont été faites, Ubisoft par exemple, fait des recherches qui ne sont pas que à objectif de jeu en fait. Ils préservent aussi des monuments... Ils réalisent en 3D des monuments qui n'existent plus. Et donc, du coup, toute cette recherche, elle est utile à un autre monde que le jeu vidéo. Et après, du coup, par exemple, quand Notre-Dame a brûlé, eux, ils avaient des images qui ont servi après pour la reconstruction de Notre-Dame, parce qu'ils avaient déjà tout dans leurs recherches, etc., avec les historiens. Et du coup, je pense qu'il y a d'autres objectifs aussi derrière certains studios que juste le jeu. Alors on disait aussi, c'est comme les films, parce que notre prochain sujet va se rapprocher du cinéma, des films. C'est en fait dans le choix qu'on fait des jeux. Alors il est certain qu'il y a certains jeux qui ne sont pas faits pour apprendre,
et d'autres qui sont un peu plus intéressants et un peu plus riches. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Kaïsa? Oui. On disait que c'était plutôt dans les choix. Oui, dans les choix, oui. Dans les choix de jeu. C'est sûr que si on fait un jeu, je sais pas, par exemple, simplement shooter, par exemple, shooter dans une cible, on va pas apprendre grand-chose si ce n'est peut-être viser. Oui, c'est ça. Par exemple, moi, un jeu auquel je joue beaucoup, ça s'appelle Disco Elysium, et là, c'est beaucoup plus orienté sur l'histoire et les personnages. Et notamment, dans ce jeu, c'est un commentaire sur le capitalisme, comment elle exploite la classe travailleur, et tout comme ça. La classe travailleuse. Et aussi pour rebondir en fait sur ce qu'elle Ramata a dit. J'avais pas 25 ans quand je jouais à Assassin's Creed. Justement, moi j'avais votre âge quand je jouais à ça. Et certes, quand je jouais à Assassin's Creed, c'était pour me divertir. Mais j'en tirais quand même des connaissances, en fait. C'est ça le plus important. Malgré toi, t'aspirais des connaissances. Oui, c'est ça. Pour finir sur ce sujet, Amaya. Malheureusement, les jeux qui ont pour objectif d'apprendre sont moins connus que les jeux qui ont pour objectif de se divertir. Mais est-ce que pour conclure, on peut dire quand même que dans tous les jeux vidéo, il y a une qualité qu'on peut développer d'observation, de logique, d'entraide aussi, puisque vous pouvez jouer en équipe. Est-ce qu'on est d'accord pour dire ça? Oui. L'imaginaire, hein? Mais ça, on n'a pas besoin des jeux vidéo pour ça. Ah, alors justement, donc on n'a pas besoin des jeux vidéo pour ça. On a dit que ça existait aussi dans les films, et puis peut-être que je voudrais dire ça un truc. La génération, enfin les jeunes de 14 ans maintenant et les jeunes de 14 ans avant, c'est pas du tout la même chose. Si. À mon époque, là, y a un autre débat. Ça jouait à Call of Duty à l'époque. Ça n'a pas changé du tout. À l'époque, ça jouait toujours à Call of Duty aussi. Mais elle ne joue pas à ça, justement. Oui, mais Fortnite, Call of Duty, c'est pareil. En fait, c'est juste que les mœurs changent. Enfin, les jeux vidéo populaires du moment changent, en fait. Et que peut-être le visuel aussi change. Et on a fait une recherche aussi sur le premier jeu vidéo, puisqu'on se demandait quel était le premier jeu vidéo destiné au grand public à voir le jour. Et c'était Pong, en 1972. Donc, c'est simplement, on retient la balle. Un échange de balles avec des briques. Voilà. Très simplement. Donc, pour parler cinéma, Marion, quel lien tu pourrais faire avec le thème abordé juste avant? C'est justement qu'aujourd'hui, on a un développement vraiment au niveau du scénario sur les jeux vidéo. Oui. Donc maintenant, les jeux vidéo deviennent des films. Oui. Donc ça, c'est un côté aussi hyper créatif des nouveaux métiers en lien avec le jeu vidéo qui peuvent attirer les jeunes notamment. Je donne un exemple. Le tout dernier là, qui est actuellement sur Xbox, c'est Indiana Jones. Donc c'est vraiment, on joue le personnage principal comme dans un film. Donc ça, c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent. Donc on parle des jeux en ligne, mais il y a aussi tous ces jeux d'aventure aussi qui sont développés. Et du coup, qui peuvent, je rebondis un peu sur le thème qu'on abordait, mais qui peuvent en fait développer la curiosité aussi sur plein d'autres thèmes. Donc ça peut être des sujets... en lien avec la société, ça peut être de l'histoire, ça peut être plein de choses. Donc c'est vrai que on peut voir un côté négatif aux jeux vidéo comme un côté positif, mais en fait c'est au choix de chacun, et je pense que c'est ce qui ressort aussi là de notre discussion. Et si on revient sur aussi le cinéma, c'est vraiment ce qui est dingue aujourd'hui, c'est qu'en fait des jeux vidéo deviennent des films. On est aussi dans l'autre sens. Donc par exemple comme Mario, là le dessin animé qui est sorti dernièrement, Sonic, exactement. Moi, je jouais à Sonic avant, voilà. Vous n'avez pas connu. Mais... Du coup, il y a les films sur Sonic, et aussi notamment une série qui a beaucoup marché ces derniers temps, c'est la série Arcane, donc qui est inspirée du jeu vidéo League of Legends, et qui en plus a été produit par un studio français qui s'appelle Fortiche Productions. Qui développe vraiment le caractère design. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont en préparation aussi là-dessus. Je crois qu'ils vont faire une autre série sur Arcane. Donc ça donne plein de sujets différents. Au final, le cinéma aussi aujourd'hui se transforme via les jeux vidéo. Et c'est plutôt positif finalement. Hein. C'est plutôt ça crée
de nouvelles choses et ça évolue avec notre temps. Oui, c'est ça. Alors, vous allez faire justement une sortie très prochainement. Ça va se passer à Enghien-les-Bains. Oui, alors justement, actuellement, donc là, ça va bientôt commencer. Ça commence le 23 janvier. Il y a un événement qui s'appelle le PIDS. Donc, pour faire très court, je vous invite à aller voir sur le site du Centre des Arts d'Enghien. C'est un événement qui met à l'honneur en fait, les effets spéciaux au cinéma. Donc voilà, tous les métiers liés aux effets spéciaux. C'est le grand événement de France qui se passe à Enghien-les-Bains. Et oui, dans le 95, chez nous. Donc, exactement. Et vous allez y faire un tour. On va y faire un tour. On va aller à l'exposition du coup qui s'appelle Le cinéma en trompe-l'œil, qui met à l'honneur le métier de matte painter. Pour faire très court en quelques mots, c'est l'artiste qui crée les décors. Qui peut être par exemple un paysage simple qui va être détruit par la suite pendant le film, ou fantastique par exemple dans Avatar, enfin voilà, dans tout et n'importe quoi. Et c'est aussi un métier qui est beaucoup utilisé dans les jeux vidéo. Et oui, et puis c'est ce qui nous plonge en fait dans une sorte de réalité et ce qui fait que on se dit waouh, on a l'impression que c'est vrai quoi. C'est ça. Eh bien c'est un très beau programme. Alors si des jeunes souhaitent participer à cette sortie, ça se passe comment ? C'est gratuit. C'est gratuit. De toute façon, les jeunes peuvent aller de petits et grands. Même là, pour le coup, c'est gratuit pour tout le monde. Vous pouvez vous rendre du 23 janvier au 25 mai. Donc, vous avez le temps. On a le temps. Voilà, exactement. Vous rendez au Centre des Arts. Et du coup, c'est une petite exposition sur ce thème-là. Et il y a aussi des animateurs et animatrices du Centre des Arts qui peuvent vous faire une visite guidée. Donc, je vous invite à appeler avant aussi, savoir un peu les horaires, etc. Tout est gratuit. C'est un vrai moment d'échange. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste dans le cinéma pour apprécier. Et puis, je pense que ça peut être une très bonne sortie pour les plus jeunes qui ont souvent du mal à faire justement la différence entre la réalité et la fiction. Ça leur permettra de voir qu'en fait, ce qui se passe au cinéma, c'est faux. C'est ça. Et ça, c'est cool. Alors, on va clôturer notre sujet, les jeux vidéo destinés au grand public. Est-ce que c'est plutôt positif, négatif ? Donc, on l'a bien compris, hein. Il y a du bon et du mauvais. Et je propose qu'on fasse une pause en musique. Alors, c'est toi, Kaisa, qui a choisi notre pause musicale. C'est Never Say Goodbye d'Ali. Et on se retrouve dans quelques instants pour parler de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux récemment. Allez, vous êtes de retour dans La Parole aux Jeunes, dimanche 16h-17h. On est ensemble aujourd'hui avec Kaisa, Amaya, Aramata, Nina et Marion et Laïssa de la mission locale. On parle de différents sujets. Alors, si vous venez de rater notre premier sujet qui était les jeux vidéo et les films, vous pourrez réécouter cette émission bien évidemment en podcast sur idfm98.fr, mais également sur la page YouTube de la mission locale. Voilà, sur YouTube, vous tapez mission locale Vallée de Montmorency et vous retrouvez l'émission La Parole aux Jeunes. Deuxième sujet de cette émission, qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux récemment ? Alors attention, le revenge porn, toujours d'actualité, c'est un thème que Aramata voulait traiter puisque elle disait que... Aramata, c'est toi qui voulais parler de ce sujet, ne fais pas les gros yeux. Non, mais tu disais que c'était toujours d'actualité et qu'il fallait continuer d'en parler puisque les jeunes, moins jeunes, étaient toujours victimes, alors que ce soit les femmes ou les hommes, toujours victimes de ce chantage au nude. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu ce que c'est ? En fait, c'est des personnes, genre que ce soit fille ou garçon, ils demandent des nudes à une personne. Alors souvent c'est leurs petits amis, leurs petites amies, voilà, on est amoureux, tout se passe bien et c'est un peu de la manipulation parce qu'ils leur disent oui t'inquiète, je vais envoyer à personne ou ça va rester qu'entre nous ou si tu le fais pas, t'auras ça et du coup elles se sentent un peu forcées ou en confiance et du coup après les personnes elles reprennent et elles les affichent quoi. Ouais, donc et attention. Du coup, moi je trouve qu'on a un petit peu trop banalisé ça sur les réseaux sociaux et qu'il fallait continuer d'en parler quoi. Très bien, oui. En fait, moi, Amaya. Je pense que il faut pas blâmer celui qui publie aussi, il faut blâmer celui qui envoie. Par exemple, quand tu envoies un truc comme ça, c'est connu que les gens, et même si tu as confiance à la personne, c'est connu que les gens partagent. Et pour moi, il faut blâmer les deux côtés. Alors, en loi française, la personne qui est responsable, c'est celui qui rediffuse, pas celui qui envoie. Oui, je sais, mais par exemple, pour moi, personnellement, la plupart du temps, c'est connu que c'est les nus des filles qui sortent. Pour moi, un mec qui te demande tes nus, c'est que les gens, ils t'aiment pas de base. Parce que quand tu aimes la personne, tu vas jamais demander ça.
Après, c'est mon point de vue. Pour moi, au moment où genre, le mec il a le courage de te demander ça, c'est qu'il t'aime pas et que genre, il est là pour te faire du mal. Et comme si t'es naïve et tout, ben, tu tombes dans son piège. Bah, justement, la personne, elle est naïve. Du coup, elle se dit pas, ah, il fait ça parce qu'il m'aime pas ou quoi. Genre, c'est... Oui, et quand on est amoureux... et ouais, ça, c'est vrai. Déjà... Enfin, n'envoyez rien, en fait. N'envoyez rien, tout reste. Oui, mais il faut pas blâmer la personne, genre, c'est l'amour aveugle. Non, mais il faut blâmer les deux côtés. C'est facile de dire, oui, lui, il a envoyé... Ouais, il a publié tout, oui. Je prends pas le côté de celui qui publie. Parle bien dans le micro, on t'entend pas. Non, je suis pas du côté de celui qui publie. Mais genre, j'ai pas de celle aussi qui envoie ça à toi. Déjà, pour toi, les deux sont en tort. Oui, parce que c'est ton image quand même. Genre, c'est ton image, c'est ta vie privée. Si tu envoies ça et que genre après... C'est ton intimité. Oui, c'est ton intimité. Donc, ne faites confiance à personne, c'est ça ? Exactement. Kaïssa, tu voulais réagir ? Oui, pour moi, elle a dit que si on te demande ça, c'est qu'on t'aime pas. Moi, j'ai envie de rebondir sur le fait, on fait comment si c'est une relation à longue distance ? Moi, par exemple... Avec Brad Pitt, par exemple. On va en parler. Par exemple, elle a dû en envoyer, je pense. Elle a envoyé 800 000 €, donc elle a pu envoyer des photos. Bah, par exemple, moi, je suis en relation longue distance. Enfin, moi, je fais pas ce genre de truc, mais je peux comprendre où, par exemple, je sais pas... Ou t'allumes ta webcam. Vous êtes en voyage ou un truc comme ça. Voilà, vous manquez. Ça fait 1 an que vous n'êtes pas vus. Voilà, quoi. Ça veut pas dire que la personne l'aime pas. C'est juste que, enfin, il y a un manque. Et il n'y a pas d'autre moyen que ça, quoi. Oui, Marion, tu voulais réagir ? Alors là, on parle du côté consenti du partage de la photo ou de la vidéo. Mais il y a aussi toutes les personnes qui prennent des photos et des vidéos qui ne sont pas consenties aussi. À l'insu de la personne. À l'insu de la personne. Ça peut être juste le PC est en cours ouvert et du coup, il prend une vidéo d'un acte X ou Y, on va dire ça comme ça. Et en fait, après, il le repartage sur un site ou à ses potes, ou elle ou il. Alors, oui. Voilà. Oui, et puis en plus, du coup, si on veut aller encore plus loin, on n'a même plus besoin d'envoyer de photos, en fait. Et oui, et on va en parler avec cette intelligence artificielle et les deepfakes qui peuvent créer ce genre d'images. Alors, que faire si on est victime de revenge porn ? Si vous êtes victime de revenge porn, pas de panique, vous pouvez faire pas de panique, si, paniquer, parce que du coup, tout le monde pourra avoir accès à ces vidéos et ces photos, mais vous pouvez signaler le contenu sur la plateforme Pharos, ça se passe sur Internet, Pharos, je crois qu'on dit Pharos d'ailleurs, et bien sûr vous pouvez aller porter plainte, et il y a un numéro qui est mis à disposition qui est le 3018. C'est un numéro national contre les violences numériques, donc n'hésitez pas, et puis ils vous donneront tous les conseils. Qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux ? On en a parlé un petit peu juste avant. Anne, 53 ans, a donné 830 000 € à un faux Brad Pitt. Qui peut nous rappeler un peu ce qui s'est passé ? Oui, à Ramadan. En fait, c'est une femme de 53 ans. Je sais plus. Française, Anne. Je sais plus, elle faisait quoi comme métier ? Décoratrice d'intérieur. Voilà. Et elle était divorcée. Et du coup... Non, elle n'était pas divorcée. Elle n'était pas encore divorcée, en tout cas. Et elle parlait avec un Brad Pitt, entre guillemets. Ouais. Et il lui disait qu'il avait besoin d'argent pour faire je ne sais quoi. Qu'il était malade. Qu'il avait un cancer, oui. Il lui envoyait aussi des photos et vidéos de Brad Pitt, entre guillemets, à l'hôpital, en train de faire des opérations, tout ça. Et elle y a cru. Et du coup, elle s'est fait escroquer 830 000 € exactement. 830 000 €. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles, alors, de ça, Laïssa ? Ouais, moi je trouve ça d'un côté étonnant parce que quand on est un petit peu au fait de ce qui se passe, on n'y croit pas. Mais je me mets à la place de personnes qui ont grandi sans les IA, sans les réseaux. Et en fait, finalement, ça peut aller très vite, une arnaque de cette ampleur-là. Et puis, on parlait un peu de la faiblesse, ou en tout cas, on ne sait pas, peut-être à un moment donné, elle se sentait... Enfin, ça n'allait pas avec son mari, alors, elle n'était pas bien. Et là, le grand amour arrive, Brad Pitt lui envoie un message sur Instagram ou sur Facebook, je ne sais pas. Oui, et puis elle a développé des sentiments en parlant tous les jours avec la personne. Et elle est tombée amoureuse du mec, elle l'a dit. Ouais. Oui, Marion. Oui, parce que là, c'est Brad Pitt, mais il y a plein d'autres arnaques où c'est des lambdas, on va dire. Oui, ou même, je sais que ça m'arrivait une fois de porter plainte et devant moi, il y avait une petite mamie qui pensait avoir retrouvé une amie d'enfance.
et sur Facebook. Et du coup, elle y a cru, en fait. Et donc, elle l'a aidé financièrement. Et ça allait très vite. Et donc, du coup, là, les policiers lui ont expliqué que ça arrivait très souvent, en fait. Alors, dans la même catégorie, on se rappelle de l'arnaqueur de Tinder. Hein. Oui. Qui a gagné pas mal d'argent aussi grâce à ça. Oui, Ramata. Moi, je trouve qu'il faut beaucoup faire la prévention à nos parents. Parce que moi, là, c'est à nous de faire de la prévention aux plus anciens. Parce que moi, personnellement, ma mère, je lui ai expliqué les trucs de IA, arnaque, tout ça. Et du coup, maintenant, elle fait attention, quoi. Enfin, si elle reçoit un message ou quoi, elle va toujours nous montrer pour nous demander avant de, entre guillemets, jeter son argent par les fenêtres, quoi. Ne donnez jamais d'argent. Ouais, c'est clair. Après aussi, moi, je pense que les personnes âgées, ils évoluent pas avec nous. Par exemple, ils se disent non, je ne vais pas utiliser Instagram, c'est pour les jeunes. En fait, les gens, ils se restreignent, ils disent non, Instagram, c'est pour les jeunes, les TikTok, c'est pour les jeunes. Oui. Alors que on doit évoluer avec son temps. Donc toi, tu penses que il faut faire cet effort d'apprendre aussi de s'intéresser à ça. Parce que s'ils ne s'intéressent pas, ils disent non, et nous, on regarde le journal et tout, mais le journal, il ne va jamais parler de ça. Donc comment on peut conclure qu'il faut faire beaucoup la prévention, cette tragédie, parce qu'aujourd'hui Anne malheureusement elle est SDF, elle a divorcé, elle vit chez une amie, la France connaît son visage, enfin c'est vraiment une catastrophe pour cette pauvre dame qui a tout perdu. Oui, je dis il faut faire la prévention sur les IA et sur les deepfakes, c'est ça? Ouais, on va en parler des IA et des deepfakes, comment faire, qu'est-ce qui peut être dangereux. Si Anne, elle aurait été au courant de tout ça, je pense que ça n'aurait pas pris la même ampleur. Nina, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette histoire que cette femme a donné presque 1 million d'euros à ce faux Brad Pitt? D'ailleurs, Brad Pitt qui lui a demandé de faire un virement dans un compte en Turquie. Qu'est-ce que tu en penses, Nina? C'est triste pour elle, non? Ouais. Tu pourrais, toi, faire des virements d'argent à une personne si tu es amoureuse à distance? Non. Même dans la vraie vie, on donne pas d'argent, on prête pas, laisse tomber. Qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux récemment? Donc on a parlé de cette histoire de cette pauvre dame qui a été arnaquée par un faux Brad Pitt, presque 900 000 euros. On a parlé des nudes et du revenge porn qui sévit toujours et pour lequel il faut vraiment être vigilant. Si vous êtes victime de ça, il existe des moyens de se défendre par la loi. Et enfin, on parle de Tanaland. Tanaland, qu'est-ce que c'est, les filles? Aramata, je crois que c'est toi, non? C'est Aramata, pardon. Aramata, Tanaland. Tanaland, en fait, c'est un monde entre guillemets imaginaire où il n'y a que des femmes, où elles sont libres de faire ce qu'elles veulent sans l'avis des hommes. Voilà, quoi. C'est un monde sans hommes déjà. Ouais, mais Tanaland, ça vient d'où? Ça vient de quoi l'expression Tana? Tana. Je suis une Tana. À la base, c'est comment ça s'appelle? C'est le groupe de potes de Niska. C'est un rappeur français qui vient de Évry. Et il utilisait ça pour désigner les garçons. Pardon. Et du coup, sur TikTok, ils l'ont repris et ils ont dit que ça voulait dire pute maintenant. Et du coup, maintenant... Donc, elles ont créé un faux pays, un pays imaginaire qui s'appellerait Tanaland, qui serait uniquement dédié aux femmes. Les hommes sont bannis. Comment vous voyez ce genre de phénomène? Je crois que c'est pas le premier faux pays ou faux monde qui a été créé sur les réseaux sociaux. Il y a eu des trucs comme ça, Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Plutôt négatif, plutôt positif aussi, le fait que finalement ce soit pas un terme quand même assez... Enfin, c'est un terme péjoratif, Tana. Oui, Kaïsa. Pour moi, c'est... Comment dire, j'ai pas le terme en français, mais en anglais, on dit they reclaimed, c'est-à-dire ils ont repris le mot pour eux, pour désigner eux, par exemple. Ils se sont autoproclamés. Oui, en gros, ils ont pris ce mot négatif et ils l'ont pris pour se désigner eux-mêmes, pour le rendre positif, en fait, pour éliminer cet aspect négatif du mot. Oui, Amaya. En fait, moi, je trouve que c'est bien le fait que ils ont pris le mot et puis elles se sont amusées avec. Mais je trouve qu'il faut prendre du recul avec. Parce que, comme on dit souvent, pour les imbéciles, pas le silence. Le fait qu'elles ont fait ça, c'est très bien, mais il n'y a rien qui a changé. Comment dire? C'est-à-dire, il n'y a rien qui a changé. Selon vous, pourquoi elles ont fait ça? Parce que la femme était... Moi, je trouve que ça a changé parce que, comme ils ont pris le mot en mode... comme ils ont pris le mot pour dire oui, on assume, et alors
Du coup, après, les hommes, ils se disent, elles s'en foutent, du coup. Ça sert plus à rien de les insulter. Ouais, ça sert plus à rien. Et là, du coup, sur TikTok, franchement, je vois plus le mot Tana ou ça y est, c'est fini. Genre, elles ont éteint la polémique. Mais l'image, comment dire, elles ont fait ça dans le but que l'image de la femme, elle change. Mais au jour d'aujourd'hui, les mecs de TikTok, l'image de la femme n'a pas changé. Laïssa, tu voulais réagir ? Oui, moi je trouve que justement, c'est une insulte qui n'est plus une insulte aujourd'hui. Du coup, c'est une fierté en fait. Oui, mais est-ce que c'est justement pas banaliser le fait que la femme soit insultée finalement, ça passe inaperçu l'insulte ? Non, justement. Les encourager. Non, justement, je pense que le fait d'en avoir créé un monde imaginaire où elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent, après tout dépend des contenus qui sont créés derrière. Mais l'objectif, c'était de valoriser les femmes. Et du coup, ce qui était une insulte devient presque un compliment parce que du coup, c'est leur donner des femme droits, accomplie, en fait. femme qui se... Finalement, qui s'assume. Ouais. Peu importe le regard des autres. Pour conclure, oui, Kaïsa ? Pour rebondir sur ce qu'elle a dit à propos du ça n'a rien changé, Rome n'a pas été construit en une seule journée. C'est un travail de longue haleine. Oui, c'est un pas en avant, on va dire, de pouvoir réclamer ce mot et de anéantir cet aspect négatif. C'est un pas en avant, en fait, et comment dire, on peut que continuer ce combat pour un jour espérer que cette mentalité chez les hommes disparaisse. Change. Ouais. Oui. En fait, moi, je pense que Tana Land, ça fait que même les gens, et même certains hommes qui ne traitaient pas les femmes de Tana, maintenant, ils commencent à traiter de femmes. Alors que, de base, Tana, c'est un mot négatif. Ben oui. C'est vrai qu'on en rigole et tout, mais c'est vraiment négatif. Viens traiter une fille de Tana. Moi, je vois pas en quoi, c'est glorifiant de se dire. C'est glorifiant, en fait. Ouais. Peut-être certaines filles voient ça, mais moi, je vois pas. Moi, personnellement, je veux pas. Tu ferais pas partie de ce monde. Ouais, une fille me traite, et un mec me traite de Tana parce que je suis pas ça. Oui. Et du coup, je pense que les filles, elles disent, elles disent, c'est pas grave et tout, mais c'est quelque chose de grave. Mais moi, je trouve, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Tu as dit, oui, c'est un truc que tu n'es pas, du coup, ça te plaît pas. C'est comme répondre aux imbéciles par le silence. Justement, si tu leur dis oui, et alors, qu'est-ce qu'ils vont répondre à ça ? C'est un peu ce que tu as dit, genre... non, mais genre... Vu que je leur réponds pas, tu les insultes pas, t'es en mode... tu t'en fiches, ça coule sur toi et... Nina, qu'est-ce que t'en penses ? Tana Land, t'en avais entendu parler ? Non, c'est ma première fois. C'est ta première fois. Et aussi, moi, je trouve que c'est bien, parce que c'est un peu comme le mot, comme le N-word, parce qu'à la base, il était là pour insulter les Noirs, et du coup, ils l'ont repris pour en faire une force, une fierté, quoi. C'est quoi le N-word ? Je peux pas trop dire ça ici. C'est pareil aussi avec le F-word pour les gays aussi. C'est comme le N-word, du coup, c'est pareil. Mais est-ce que vous pouvez expliquer ? Le N-word, ça a été utilisé pendant l'esclavage des Noirs. Et ils insultaient... c'est comme ça qu'ils insultaient les Noirs. Et le F-word, c'est pareil, c'est pour insulter les gays. Toute personne LGBT, pas que les gays. Et maintenant, ils expriment ça entre eux pour retirer la connotation négative. Après, c'est pareil que le N-word, ça peut que être dit par une certaine population. Parce que si quelqu'un d'autre le dit, là, c'est une insulte. Ça devient péjoratif. Oui. Ouais. Donc c'est un peu aussi se renfermer dans ses propres préjugés. Non, moi je trouve que c'est bien, genre ça en fait une force. Ils sont, genre c'est comme si, comme on dit, répondre aux imbéciles par le silence, ils sont là, ok, Oui, c'est un peu l'aspect ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Voilà. Bon, on va rester à l'affût des réseaux sociaux et peut-être qu'on fera un point comme ça tous les mois sur quoi de neuf sur les réseaux sociaux. Ça peut être sympa. Pause musicale. Stromae, Carmen, et on se retrouve tout de suite après, toujours avec nos invités du jour pour cette Parole aux jeunes spéciale aujourd'hui, Mission locale Vallée de Montmorency. On est ensemble jusqu'à 17h. Carmen, Stromae. Vous êtes de retour dans la Parole aux jeunes sur IDFM Radio. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur le 98 FM, sur idfm98.fr. Vous nous écoutez aussi en DAB+, de partout, que vous soyez dans votre voiture. Dimanche 16h, 17h, on est avec la mission locale Vallée de Montmorency et mes invités, mes intervenantes, je trouve plus mes mots, mes intervenantes du jour, Kaïsa, Amaya, Aramata, Nina et Marion et Laïssa de la mission locale sont avec nous. Pour ces 10 dernières minutes. Et oui, ça passe très vite. Alors, on a traité de différents sujets. On a parlé de jeux vidéo. Est-ce que les jeux vidéo sont-ils des outils de développement à la connaissance ou alors non, engendrent plutôt de la violence et de l'hyperactivité aussi. On a parlé de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux ces derniers mois. On a parlé du revenge porn qui était toujours d'actualité. On a parlé de Tana Land et on a parlé du faux Brad Pitt qui a
escroqué une pauvre Française de 53 ans de 830 000 €. Alors, je pense que c'est le moment de parler justement de l'IA, de l'intelligence artificielle, ChatGPT, tous ces outils en fait qui ont vu le jour récemment et qui sont craints par certains et ultra exploités par d'autres. Par quoi on commence, les filles? L'IA. Moi, j'aimerais commencer avec l'aspect artistique. C'est-à-dire où on commence à voir de plus en plus de gens en fait, qui utilisent l'IA pour créer des images et ensuite les revendre, alors que l'image, ce n'est pas leur propriété intellectuelle. En fait, l'IA puise sur des images déjà existantes, un dur travail d'autres artistes pour créer ces images, et du coup, ils revendent ce qui n'est pas le leur, en fait. Oui, donc un souci, finalement, de... Comment on peut dire ça? Le crédit, vraiment, du coup, en c'est fait, ça. L'artiste qui a, lui, créé quelque chose, en fait, est plagié par une intelligence artificielle. Et malheureusement... La propriété intellectuelle, ou en tout cas artistique, elle est biaisée. C'est ça. Du coup, en fait, il ne touche pas d'argent sur cette œuvre qui est créée à partir de ses propres œuvres. Alors l'IA, il faut qu'elle fasse évoluer les lois pour encadrer. Aramata? Moi, je trouve que l'IA, c'est un bon outil professionnel, mais il est aussi très dangereux. Mais moi, personnellement, je trouve que si on l'utilise à bon escient et en petite quantité... Non, pas en petite quantité, comment dire? Par parcimonie, voilà. C'est-à-dire en petites touches. Voilà, moi je trouve que c'est très bien, mais ça peut... Voilà. En fait, si c'est plus contrôlé, pardon, je trouve que l'IA, ce serait bien, quoi. C'est un outil formidable. Oui, Amaya? En fait, moi, je pense que l'IA, c'est un couteau à double tranchant. Ça veut dire que ça détruit certains trucs, mais ça crée beaucoup de trucs. Par exemple, le marketing digital, à l'heure actuelle, c'est grave évolué. Oui. Grâce à l'IA et tout, parce que les gens, ils créent des e-books, même si c'est pas bien. On en a parlé un peu de ces formations payantes qui sont créées totalement et intégralement par l'IA. Donc la personne n'a même pas de compétences professionnelles et arrive à vendre des e-books. Oui. Et les e-books, par exemple... Il y a certains étudiants, ils n'ont pas assez d'argent. Oui. Et grâce aux e-books qu'ils vendent, ils ont un peu d'argent. D'accord, donc c'est un moyen de faire de... Oui, ça crée certains métiers parce que le marketing digital, maintenant, ça commence à bien développer. Ouais. Et je trouve que... Les limites de l'IA, alors intelligence artificielle, une aubaine ou alors plutôt un danger? Laïssa, qu'est-ce que t'en penses? Je suis un peu d'accord avec ce qui a été dit. Moi, en tant que responsable de communication, je peux utiliser les IA, mais plutôt dans le sens pour me donner des idées, par exemple. Je ne vais pas générer des images ou autre. Ça, je préfère vraiment la création par moi-même. Par contre, je fais aussi attention parce que par rapport à une recherche Google, je sais qu'utiliser ChatGPT, ça a un vrai impact environnemental. Et du coup, je vais l'utiliser avec parcimonie aussi. Après, je suis d'accord sur le fait que ça peut développer des compétences autres qui n'existaient pas jusque-là, parce que créer un vrai prompt et donc faire une vraie demande à une IA, si on veut un résultat qui est optimal, il faut savoir le faire. Et ça, c'est une compétence qu'on peut acquérir petit à petit. Et après, voilà, c'est sur l'utilisation et les résultats où je trouve qu'il faut le faire avec son âme et conscience, et du coup... créer une image, on sait que c'est pas une image qui est créée de toutes pièces. Il y a forcément une base derrière et que potentiellement se faire de l'argent avec, moi je suis pas très pour. Et puis maintenant sur les réseaux sociaux, on a la possibilité d'indiquer si l'image est générée par intelligence artificielle ou l'audio ou la vidéo, puisque maintenant on peut tout faire en réalité. Ça devrait être peut-être obligatoire. Marion, tu soulevais aussi le fait que quand on génère une demande sur les logiciels, les intelligences artificielles, tout était sauvegardé. Oui, tout est gardé quand vous faites une demande. Alors on prend l'exemple de ChatGPT parce que c'est le plus connu du grand public. Si vous faites une demande sur ChatGPT, tout est enregistré. C'est-à-dire que si vous utilisez ChatGPT pour votre travail, par exemple, vous faites un rapport d'activité avec des chiffres, etc.,
Si par exemple une autre entreprise veut payer ChatGPT pour récupérer vos données et savoir du coup vos chiffres, eh ben c'est possible. Ouais. Et du coup aussi ça peut vous mettre en porte-à-faux pour votre travail. Par exemple on vous paye pour faire ça, donc ça vous dure 15 heures. Au final avec ChatGPT ça vous a duré 10 minutes parce que vous savez très bien prompter. Et ben du coup il peut y avoir des soucis aussi au niveau de licenciement, etc. Voilà. Et puis on en a parlé juste avant, dans l'affaire du faux Brad Pitt. On peut créer, finalement, on peut faire parler tout le monde. Ouais, des vidéos, on peut tout faire. Alors oui, c'est vrai que c'est vertigineux de se dire ça. On peut faire dire tout à tout le monde quand on veut, où on veut. Et donc la loi, je pense qu'elle doit évoluer avec ces outils-là. Je ne sais pas où on en est, en tout cas en loi française ou en loi européenne sur la création et la protection intellectuelle, en fait, de la création intellectuelle ou musicale, hein, puisqu'on peut aussi inventer, tu l'avais dit aussi en antenne, des scripts, des chansons. Tout ce qui est scénario, il y a par exemple, je crois que c'est Disney qui a fait sur une de ses séries, là, dernièrement, toute la fin de la saison est faite par une IA. Donc ça a été un test et apparemment les gens ne se sont pas forcément rendus compte. Ah oui. Donc il y a cette grosse question, pourquoi payer quelqu'un si au final on peut faire un scénario en 10 minutes avec ChatGPT? Oui, Kaïsa? Oui. Amaya, désolée. Amaya avait dit que ça crée des métiers. L'IA aussi détruit des métiers. Par exemple, je prends comme exemple l'application d'apprentissage de langue Duolingo, où ils ont viré beaucoup de leur main-d'œuvre pour la remplacer par l'IA. Une application d'apprentissage des langues. Hein. Oui, c'est ça. De conversation. D'apprentissage de vocabulaire, de grammaire et tout ça. Et du coup, ils ont viré la plupart de main-d'œuvre pour la remplacer avec de l'IA. Et en fait, il n'y a pas de modération de l'IA. Et l'IA fait n'importe quoi en fait. Beaucoup des cours ne sont pas corrects. C'est vraiment de la traduction mot par mot, si j'ai bien compris au final. Traduction mot par mot, et puis même la grammaire n'est pas du tout correcte. C'était comme dans Google Traduction avant, alors maintenant ça c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Évolué, mais c'est pas encore ça. Alors très rapidement, Amaya, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, 1 heure ça passe très vite. Ah. Dis-moi, oui. Qu'est-ce que tu voulais dire sur l'IA pour conclure? Pour conclure, comme j'ai dit, l'IA, c'est un couteau à double tranchant. Par exemple, sur Snap, le premier l'IA, ça a été créé sur Snap avant ChatGPT et tout. Et je me rappelle quand ça venait de sortir, il y avait plein d'élèves comme nous qui se sentaient seuls et les gens qui parlaient avec l'IA qui disaient, limite c'est devenu comme son ami. Ouais. Même si c'est pas bien, je trouve que pour les personnes qui n'ont pas la chance de parler avec une personne, le fait de parler avec un IA, même si c'est pas un être humain, ça leur fait du bien. Oui, alors là, attention aussi, parce que comme la dame, en fait, on peut... et je crois que ça s'est passé en Chine où il y a un monsieur qui entretient une relation avec une IA. Non, mais là, c'est abusé. Vous avez un film très intéressant là-dessus qui s'appelle Her. Oui. Je vous invite à aller le regarder. Récemment, il n'y a pas longtemps, il y a aussi un jeune homme qui était obsédé avec une IA de Daenerys de Game of Thrones. Et il s'est suicidé parce qu'il était très attaché à elle. Et du coup, il différenciait plus fiction et réalité. Fiction et réalité, c'est le grand sujet. Et peut-être qu'on aura l'occasion de le développer dans une deuxième émission, puisque je rappelle à nos auditeurs que vous allez avoir rendez-vous tous les mois avec les jeunes de la mission locale Vallée de Montmorency. Laïssa, Marion, certainement que vous viendrez à tour de rôle à l'antenne et on en est ravis. Pour conclure, un dernier mot de cette émission, je vais vous donner un peu à la fin. Le mot de la fin, pardon. Mot de la fin. Moi, je trouve que l'IA, c'est bien, mais... Ramata, vas-y, pardon. Moi, je trouve que l'IA, c'est bien, mais il faut l'utiliser à bon escient et en... Comment déjà ? Avec parcimonie. Avec parcimonie. Voilà. Nina, mot de la fin. T'as pas trop parlé, Nina, mais bon, rien que le fait de te voir sourire au micro, ça nous fait plaisir. Tu peux dire au revoir. Merci. Non, Nina rapproche-toi. T'es timide? Ok, pas de souci. Amaya, mot de la fin. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, super. Kaïsa? Merci de nous avoir écoutés et puis tout faire avec modération. Oui, c'est vrai. Et dans ses choix aussi, hein. Oui. Faire les bons choix. Marion?
Pareil, merci. Merci de nous donner l'occasion aux jeunes de ce temps de parole. Et puis, restez à l'écoute. Ouais. Laïssa, du coup, on te donne le mot de la fin. Et toujours ravie d'être là avec ce partenariat et puis toute l'année, du coup, pour donner la parole aux jeunes. Super. Eh bien, comme je l'ai dit, vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site internet de la radio, idfm98.fr. Merci les filles. Alors, je rappelle que nous étions avec Kaïssa, Amaya, Aramata, Nina, Marion et Laïssa pour cette première émission de l'année, La parole aux jeunes. À très bientôt et je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.